Moi, j'ai été très satisfait de la manière dont la journée s'est passée, hein, dans la mesure où j'ai eu le sentiment que tout le monde était dans le respect du contrat tel que je le concevais, c'est-à-dire qu'on parlait à la fois de ce qui s'était passé au Collège de France, et notamment de l'évolution des chaires et des résistances qui avaient pu apparaître, et puis en même temps, ça montrait que depuis ce point, on pouvait observer ce qui s'était passé de manière beaucoup plus générale, non seulement à Paris, mais en France, de Strasbourg à Nancy, ou dans les pays voisins. Et donc, je crois que de ce point de vue, c'est en effet très intéressant. Alors, je rebondis sur ce que vous nous avez dit de l'élection de Ribot. Moi, j'avais oublié qu'il n'était donc pas le choix de l'Assemblée des professeurs du Collège de France. C'est ce que vous avez suggéré. Que Si, il était. Pour le collège, il était le numéro 1. Voilà. Pour l'Académie des sciences morales et politiques, il était le numéro 2. Donc il a été élu à l'Académie des sciences... Ah non, c'est l'Académie des sciences morales qui a renversé le choix du collège. Oui, mais le ministère a suivi le collège. A suivi, ah oui. C'est donc un cas... Donc le ministère a suivi le collège. Oui. Ah, d'accord. Parce qu'il arrive dans ces années que, au fond, le pouvoir politique soit en avance scientifiquement sur le collège, hein, et qu'il lui arrive d'intervenir, puisqu'il peut toujours créer des chaires en nommant quelqu'un. Et dans ce cas-là, il peut être plus perspicace. Il arrive qu'il soit plus perspicace que l'Assemblée des professeurs. L'Assemblée des professeurs doit se souvenir de ces cas. Mais alors, dans ce cas-ci, c'est au fond l'Institut qui reste sur une ligne plus traditionnelle. D'accord. Et alors, l'autre question que je voulais vous poser, je ne me souviens plus. Est-ce que Maury est encore en fonction à ce moment-là? Oui. Au moment de l'élection de Ribot? Oui. Maury, qui était donc une sorte de précurseur, à la fois psychologue de l'introspection et expérimentateur, d'une certaine façon. Donc il va être en soutien de Ribot. Oui, c'est ce que je me demandais. C'est l'un de ceux qui, proche de Renan, soutient Ribot dans cette élection. Je crois que l'an dernier, on avait parlé de Maury assez volontiers à propos de Freud, comme l'un de ceux qui, par ses théories des rêves et de la mémoire, annonce ce type d'intérêt. Et personnage très intéressant, qui avait la chaire, je crois que c'était la chaire de Michelet, successeur de Michelet. C'était une chaire d'histoire qu'il avait, et dans laquelle il a introduit beaucoup de disciplines nouvelles. Donc ça nous montre comment tout ça, ce terrain est très très mouvant entre les disciplines durant cette période. Question, peut-être que... Oui, pourquoi vous ne venez pas là? Parce qu'on est plusieurs. Vous êtes là, donc la table est ronde comme ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a des chaises qui sont arrivées. D'accord. Non, mais c'est bon. Ah, vous voulez me regarder? Allez. D'accord. Puis vous allez tourner. Donc, en fait, il y avait aussi une question que je trouvais intéressante, c'était celle de la pluralité des Darwin, en fait. C'est-à-dire, on parle de Darwin, mais en fait, on a vu qu'il y avait d'abord le Darwin voyageur, il y a le Darwin anthropologue, enfin spécialiste de l'humain, il y a le Darwin de la psychologie des émotions, il y a le Darwin botaniste aussi. Et en fait, il est frappant de voir comment, en particulier, à l'Académie des sciences, les deux Darwin ont joué l'un contre l'autre. La citation d'Élie Beaumont avec laquelle je terminais, la science mousseuse, ça s'applique à la théorie de l'origine des espèces. Et en fait, on a tendance dans les milieux scientifiques à différencier les différentes figures de Darwin. Et le point de vue que présentait Pietro Corsi, c'est-à-dire celui qui est finalement la manière dont Darwin lui-même se voit et se présente comme
menant un projet unifié, c'est-à-dire que les articles de botanique, par exemple, sur la fécondation des orchidées ou sur les vrilles des plantes, etc., finalement servent le même projet et illustrent le système général d'une sélection naturelle et d'une évolution divergente, ça n'est pas nécessairement la manière dont il est lu, puisque les lecteurs ont tendance au contraire à diffracter entre un Darwin observateur, un Darwin naturaliste, un Darwin empiriste expérimental, et au contraire un Darwin plus romantique ou hypothétique. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, finalement, on n'est pas obligé de lire Darwin comme lui-même s'est pensé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire assez rarement, à part Darwin lui-même tel qu'on le connaît aujourd'hui par sa correspondance. Peu de ses lecteurs, finalement, se préoccupent de savoir ce qu'il pense ou ce qu'il voulait faire. Ce qui importe aux lecteurs de Darwin, c'est avant tout de savoir s'il fait avancer les questions scientifiques qui les intéressent, eux. Tout à fait. Si je peux rajouter un petit instant, il y a un collègue américain, M. Bellon, qui a produit un travail considérable sur la botanique de Darwin. Vous vous rappelez que le 1er juillet 1858, Darwin avait fait une présentation, pas Darwin, Lyell, au nom de Darwin, à la Linnean Society. Et lui, Lyell avait lu un texte de Darwin, les textes de Wallace, un texte à lui, et il n'y avait eu aucune réaction. Et les gens ont tous dit, mais pourquoi il n'y a eu aucune réaction? Parce qu'à la Société botanique, à la Linnean Society de Londres, ces questions-là n'étaient pas considérées comme importantes. Le président de l'année d'après devient Bentham, un grand botaniste plutôt conservateur qui ne veut pas entendre parler de Darwin. Dès que Darwin publie l'ouvrage sur les orchidées, il dit « voilà, maintenant vous parlez ». Et Darwin fait une conquête fondamentale chez les botanistes, et en Angleterre, il devient presque plus connu chez les botanistes que chez les autres. Darwin parle un langage différent à différents publics, mais c'est toujours son propre projet qu'il poursuit. Donc il y a des articulations théoriques, même dans les textes les plus expérimentaux, même s'il ne les souligne pas, mais il y a toujours cette tentative d'occuper des terrains qu'il poursuit. C'est intéressant que les débats européens est souvent marqués, comme je le disais auparavant, par Spencer ou par Haeckel d'autre côté, et on fait une lecture de Darwin d'un sélectif qui est étonnante. Ça veut dire que de Darwin, on commente une quarantaine de pages. Les débats, c'est une quarantaine de pages. Et la quantité de questions importantes théoriques, on a cité auparavant la divergence des caractères ou la sélection sexuelle, pour rester vraiment aux grandes catégories, c'est rarement discuté et rarement discuté ensemble. Rarement on fait un discours concret sur Darwin. Il y a des collègues américains qui disent qu'en effet, les Darwin que nous connaissons, les Darwin historiques, c'est celui créé d'après les années 1960-1970. Ça veut dire que c'est très récemment qu'on a commencé à considérer Darwin dans son ensemble, y inclut les problèmes. Sur ce sujet, ce qui est très frappant par rapport à la modification de notre regard sur Darwin, c'est aujourd'hui la masse très importante de documents qui nous sont aujourd'hui accessibles, c'est-à-dire on a accès à la bibliothèque de Darwin, on a accès aux annotations qu'il a apportées sur chacun des livres qu'il a lus, donc on sait ce qu'il a lu, on a accès à ses carnets de lecture, on a accès, donc on peut avoir la chronologie très précise de ses lectures, et ensuite en se reportant aux lectures, à ses exemplaires, voir ce qu'il a annoté, ce qu'il a marqué. Il y a les marginalia qui ont été en partie publiés par Di Gregorio. Donc, en fait, on a accès à tout ça. Donc, on peut reconstituer sa progression intellectuelle et avoir les commentaires aussi bien de ses lecteurs qui lui écrivent que les réactions de Darwin à ses commentaires par toute la correspondance qui est disponible non seulement en version papier, annotée, commentée, mais également en ligne. Donc, aujourd'hui, on peut avoir en fait un point de vue complètement panoptique sur l'ensemble de la personne Darwin. Or, cette personne-là, elle était, je pense, du point de vue du XIXe siècle, relativement opaque et, je dirais même, secondaire. Je reviens encore à la formule très frappante de Clémence Royer, qui traduit Darwin parce qu'elle y a retrouvé ce qu'elle-même enseignait à cette époque. Voilà, donc elle se préoccupait assez peu de savoir le fond de la pensée du bonhomme Darwin, en fait. Oui,
d'un côté, il y a cette vision partielle de l'œuvre pendant une période longue, mais en même temps, je me souviens d'un cas auquel je m'étais intéressé, c'était la lecture que Proust avait de Darwin. Donc le livre qu'il connaît, c'est le livre sur les orchidées, mais ce qu'il a lu, c'est la préface de ce livre qui présente la doctrine en général. J'oublie maintenant l'auteur du livre, l'auteur de la préface. Comment ? Non, c'est pas Flournoy. J'oublie l'auteur mais ce que Proust connaît du livre sur les orchidées, c'est la préface qui introduit la pensée de... Est-ce que vous avez jamais essayé ensemble de lire Darwin? Moi, je suis en train de le lire du Grambourg. Il y a une phrase qui vous intéresse. Micro. 55 exemples. C'est très fatigant de lire Darwin. Oui. Parce que c'est un exemple après l'autre. Par exemple, j'ai essayé de choisir pour une anthologie un texte sur l'origine des îles corallines. Or, il n'y a pas 4 lignes théoriques qui ne soient pas au milieu des 44 exemples d'îles suivis d'un autre 44 exemples d'îles. Les orchidées, c'est la même chose. Passionnant pour ceux qui sont passionnés d'orchidées anglaises. Mais si vous voulez savoir la pensée de Darwin sur la fertilisation des orchidées, une belle préface vous en dira plus. Oui. Donc Darwin est difficile à lire. C'est la raison pour laquelle Spencer était tellement plus satisfaisant. Et c'est fameuse la phrase de Darwin, qui après un initial amour pour Spencer, parce qu'il avait été très gentil avec lui, Darwin dit « J'en ai marre de ces messieurs, l'une de ces pages, pour moi, ça veut dire 5 ans de travail. » Donc c'est vraiment l'expérimentaliste poussé. On a réduit Darwin au théoricien de 4 ou 5 idées brillantes, contre 15 000 pages d'un détail absolument étouffant. Il faut le dire, Darwin est difficile à lire, est décevant, parce qu'il semble que l'eau coule dans l'échec d'exemples continuels, mais c'est vraiment très, très difficile les percevoir. Donc, je ne suis pas étonné que Marcel Proust a bien compris une préface. Et ça lui a suffi. Oui. Oui, merci. Ma question est assez brève. Je suis très étonné que les élites françaises à la fin du XIXe siècle, au Collège de France et ailleurs, n'aient pas fait plus de cas de la théorie de la sélection sexuelle de Darwin, qui n'est pas une théorie qui arrive simplement un peu plus tard. Il en parle déjà dans son premier ouvrage célèbre, L'origine des espèces. Donc, est-ce qu'il y a là une méconnaissance qui nous montrerait que les élites françaises n'ont pas lu Darwin et le connaissent secondairement ou ont lu quelques pages de lui et à partir de là brodent? Ou bien est-ce qu'il y a un déni, c'est-à-dire que c'est un sujet trop brûlant et qu'on préfère ne pas en parler? Qui veut répondre à cette... Alors, je ne sais pas si... il y a certainement une réception populaire de ces thèmes, mais y compris, comment dire, c'est pas parce qu'elle est populaire qu'elle n'est pas l'œuvre de scientifiques, en fait. Il y a tout un ensemble de traités sur les amours dans la nature, on va dire, qui brodent, en fait, sur des thématiques qu'on peut associer à la sélection sexuelle. Donc, la question, on a parlé beaucoup de la question de la race ce matin, mais la question de la différence des sexes, elle fait aussi l'objet d'une intense naturalisation sous la Troisième République et dans laquelle la littérature darwinienne enfin la référence darwinienne est convoquée, je pense. C'est-à-dire expliquer, par exemple, l'instinct maternel, c'est très important, et ça s'appuie sur des données naturalistes, c'est-à-dire il y avait vraiment une tentative. Émilie est là, Émilie Ehring, peut-être sur Giard, etc., des tentatives de naturalisation des comportements sexuels propres à chacun des deux sexes. Donc, est-ce que ça passe nécessairement par la référence à la sélection sexuelle darwinienne? Je ne crois pas.
Mais en tout cas, la réflexion sur les fondements naturels de la différence des sexes et des divisions genrées que ça entraîne dans la société, ça, oui, il y a une intense réflexion sur ces questions qui émanent de scientifiques, mais à destination d'un public beaucoup plus large. Je ne dirais pas qu'il y a des publications scientifiques nécessairement sur la question, mais en revanche, une grande littérature, on peut rassembler, je pense, beaucoup de pages sur ces questions-là. Sur l'amour chez les plantes, il y a énormément. C'est un sujet de vulgarisation important. Et alors pourquoi les auteurs français de cette époque ne lisent pas ou ne font pas référence à la sélection sexuelle darwinienne? Est-ce qu'ils n'y font pas référence? Il me semble, quand on pense aux textes de Materlin, que sont informés enfin, il me semble, hein, je sors de mes compétences là, mais je crois que les textes de Materlin sont plus ou moins informés des théories darwiniennes. Oui, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas de référence, en fait? Ça n'a pas été évoqué parmi Aujourd'hui. Dans les œuvres que vous avez citées aujourd'hui, des psychologues qui étaient au collège ou bien qui étaient à la Sorbonne ou à l'école pratique des hautes études, à aucun moment on entend parler d'une réflexion sur la théorie de la sélection sexuelle. Voilà. Alors c'est à vous que ça s'adresse, hein. Peut-être, parce qu'il me semble que dans la vie des plantes, c'est un sujet qui est très abordé, Enfin, je pense, puisque moi je me suis intéressé à ça à partir de Proust. Hein. Si Proust fait un tel usage de cette métaphore, ça vient de Darwin, et il a lu Materlin, que c'est toute cette littérature-là qui l'informe. Non, moi je ne suis pas au courant de... Enfin, c'est vrai que j'ai peu lu de choses sur l'importance de la sélection sexuelle, en tous les cas dans la littérature jusqu'au début du XXe siècle. Mais bon, il y avait aussi un contexte. On touche à la sexualité et le courant catholique était très puissant à cette époque-là. Il y a eu des congrès internationaux catholiques dans les années 1880 où il y a eu une discussion de la théorie de l'évolution de Darwin, où je veux dire que les discussions, les protagonistes marchaient sur des œufs. Hein. C'était terrible. Hein. Le dogme catholique rejetait tout à fait cette hypothèse de l'évolution. Et alors, quand tu as parlé de sexualité là-dedans... Il y a quand même... je répète, il y a quand même une littérature pléthorique concernant la question de l'instinct sexuel. Hein. Comment s'appelle le naturaliste provençal qui observait les insectes? Fabre, voilà. Donc il y a des pages de Fabre, il y a énormément de choses quand même qui créent un imaginaire sexuel sur la menthe religieuse, etc. Donc après, ça n'a pas besoin nécessairement de passer par la référence darwinienne, qui n'est en rien, on l'a vu, je crois, une référence incontournable pour les naturalistes français de l'époque, quoi. Donc, mais en revanche, il n'y a pas de pudibonderie excessive, c'est-à-dire ces questions sont effectivement traitées dans la mesure où, de fait, il y a une volonté chez certains naturalistes, alors les naturalistes professionnels du muséum, de publier des textes qui fondent par des exemples et une référence naturelle, un ordre social. Donc ça existe, c'est très abondant. On pense à Denis de Rougemont. C'est Denis de Rougemont? Non. Enfin, il y a un Rougemont qui écrit sur les amours. Il y a un auteur italien aussi qui est traduit. C'est pas Mantegazza? Mantegazza, voilà. J'ai la trouille. Excusez-moi, je voulais juste poser 2 questions et je crois que c'est à Jean-Jacques Blin. Attends, il y a une réponse. Réponse de Pietro. Très, très rapidement, ce que je voulais dire auparavant, je ne connais pas, et c'est comme vous l'avez dit, c'est vous-même, de ma part, c'est une ignorance. Je ne connais pratiquement pas des textes en français, en italien, en anglais, après, qui s'adressent à la question de la sélection sexuelle en tant que point technique dans les dispositifs de Darwin. Par exemple, Darwin considère les insectes neutres comme l'un des plus sérieux problèmes de toute sa théorie. Or, ceux qui ont critiqué Darwin à plusieurs reprises ont presque jamais repris ce que Darwin lui-même disait, quelles sont les conséquences des insectes neutres.
pour sa théorie. Donc, j'insiste sur une lecture un petit peu, je ne vais pas dire simpliste, mais il y a des thèmes qui ont été ciblés, et s'il rejoint ce que j'ai dit ce matin, ce sont ces thèmes des grandes portées des philosophies de la nature, des systèmes de la nature, qui reviennent toujours. Mais les détails de la structure théorique darwinienne, on n'y fait pas trop attention. Aussi parce que probablement, par exemple, si vous voyez les traductions d'Haeckel et de Spencer sont largement supérieures de centaines de milliers de copies aux ouvrages de Darwin. L'origine des espèces fait 16 000 copies. Spencer les fait dans 3 semaines. Donc, c'est Spencer qui circule dans plusieurs pays européens, de la Russie, mais aussi les pays arabes, mais aussi les Japon. Darwin est toujours narré. C'est rarement épuisé d'une façon systématique. Donc, ce sont même la sélection sexuelle, qui chez Darwin a une force théorique et guide toute une série de recherches d'une façon technique, précise. Cette précision, cette importance technique n'est pas reprise. Ça c'est le point que je voulais faire passer. Puis, j'imagine qu'il y aura des auteurs qui ont cité ici et là la chose. Mais je ne connais pas, personnellement, de prise en compte systématique. Alors, c'est plus pour jouer, là, que je veux poser une question. C'est en ce qui concerne le roi déchu de Pastoureau et l'ours. C'était pour dans l'origine des espèces, et le rapport justement, c'est un peu comme un scénario sur je vous dirai plus, non pas l'origine des espèces, excusez-moi, ce que vous avez dit. Oui, c'est pour Jean-Jacques Hublin en fait. Il est là ou pas? Oui, je suis là, oui. Excusez-moi. Sur l'ours, en fait. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'ours et de John Milton en ce qui concerne... Je vous embête? Non. Vous faites référence à quoi précisément? Excusez-moi. À Pastoureau, sur le roi déchu et l'ours, qui était comme l'origine humaine. Ouais. C'est comme ça qu'il était... je sais pas, c'est Pastoureau qui dit ça. Hein. Moi, je répète que ce qu'il dit de ce qu'on pensait avant. Que c'était l'ours. Et l'homme venait de l'ours, l'humain. Et puis John Milton par rapport au côté... non, je suis trop gênée, en fait. Excusez-moi. Non, excusez-moi, mais je ne connais pas cette référence. Si je comprends bien, c'est un livre de Pastoureau? C'est un livre de Pastoureau sur le roi déchu, comme l'ours était l'origine humaine. Ouais. Et puis aussi John Milton par rapport à la Bible. Alors je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Moi je dis Jean-Jacques Hublin, mais... Peut-être pas. Non, mais... Bon, je vous embête en fait, mais c'était comme un scénario et il en parle, Pastoureau, comme un scénario imaginaire de l'origine humaine en fait. Mais en fait, il y a de nombreux scénarios sur les origines humaines. On peut dire aujourd'hui, on a beaucoup évoqué la question des origines simiesques de l'humain, mais Pietro connaît un récit d'un auteur qui dit qu'une origine des poissons, c'est ça en fait. Tu te rappelles de ce que c'est ou j'ai plus ça en tête là, exactement? Non, mais en fait, je suis trop gênée. Et puis, voilà. Voilà, donc il y a des traditions diverses d'origine mythologique de l'humain. Entendu, merci. En tout cas, on va y réfléchir. Il y avait une question aussi. Ouais. En fait, est-ce que vous voulez poser votre question? Il y avait ce monsieur qui... Monsieur, vous voulez poser votre question? Oui. Je ne sais pas si... Alors, effectivement, peut-être que Darwin est difficile à lire, mais la première édition de l'origine des espèces, elle est simple, hein, puisque lorsqu'il a écrit ce livre, il n'avait pas le temps. Donc, tout ce qui a été, toutes ces recherches, toutes les précisions, etc., il les a tout simplement enlevées. Donc, il ne reste plus que la théorie. Donc, la première édition de l'origine... Vous l'avez donc lu de la page 1 à la page 490? Je l'ai lu de la page 1 à la page 200, et je vais profiter de Nicolas pour lire de la page 200 à la page 400. Donc, c'est lisible. Et pour la théorie qu'évoque monsieur, alors, effectivement, quand vous lisez la première édition,
il est effectivement question d'une sélection sexuelle, parce que Darwin, celle qu'on connaît, c'est la sélection des plus adaptés. Donc le but, c'est de manger celui qui n'est pas adapté. Hein. Mais il y a une autre sélection dont parle Darwin, c'est la sélection des mâles par les femelles. Et effectivement, c'est une autre sorte de sélection naturelle dont parle Darwin. Et je crois que c'est celle-là que veut dire monsieur lorsqu'il dit que personne n'en parle, alors que c'est effectivement un cas excessivement important et qu'on ne trouve que chez Darwin, personne d'autre n'en parle. Donc effectivement, personne ne lit Darwin. Tout le monde lit Spencer, ou tout le monde lit les vulgarisateurs de Darwin, mais personne ne lit Darwin, parce que sinon il parlerait de cette sélection qui effectivement a un côté éblouissant quand on tombe dessus, puisque c'est jamais le cas qu'on présente. En fait, il y a une littérature, alors peut-être pas en France autant, en tout cas par la référence à Darwin, mais la thèse de la sélection sexuelle fait l'objet d'une abondante discussion dans la littérature anglo-saxonne, et elle fait l'objet, on pourrait dire même, d'un dépassement, d'une naturalisation. C'est-à-dire, en fait, elle fait d'abord l'objet immédiat des critiques de Wallace, la théorie de la sélection sexuelle, pour qui on n'a pas besoin, en fait, de supposer, Michel Kreutzer pourra le confirmer, un sens esthétique chez les animaux, et en fait, on peut expliquer la sélection sexuelle par les principes de la sélection naturelle. Donc, on n'a pas besoin d'un principe supplémentaire. J'en donnerai un deuxième exemple simplement, pour ne pas être trop long, mais 1889, The Evolution of Sex, par deux auteurs écossais, Getz et Thomson, qui est un ouvrage qui va être traduit en français également, qui fait une critique qui donne une interprétation énergétique et physico-chimique finalement des principes de la sélection sexuelle. Pourquoi est-ce que les mâles font des displays, étalent leur parade, leur chant, etc. Et pourquoi les femelles sont comme ça, plus passives, attentistes et en train de choisir, voilà. Ça, vous voyez donc à quel point ça naturalise des comportements sociaux en leur donnant une pseudo-base naturelle. Eh bien, pour Getz et Thomson, cela vient de ce que Arnaud François a évoqué et que Bergson reprend finalement, qui est que les femelles seraient exemplaires d'un comportement accumulateur d'énergie, alors que les mâles seraient exemplaires d'un comportement explosif, en fait, en quelque sorte, qui dépense l'énergie. Et donc, vous voyez comment, finalement, la sélection sexuelle darwinienne est réinterprétée en termes énergétiques ou physico-chimiques, avec cette idée que, finalement, les individus tels qu'ils se comportent et tels que les observent les éthologues seraient, en fait, les victimes ou l'expression nécessaire, en fait, de processus qui seraient des processus physiologiques, finalement. Il faudrait revenir. Alain disait que la biologie, ça n'est pas réductible au physico-chimique, finalement. Mais là, en fait, on voudrait dire que la biologie, les phénomènes biologiques ne seraient qu'une illusion sur un fond, finalement, de processus énergétiques qu'il suffirait de décrypter pour en parler. Donc il y a une discussion abondante sur la sélection sexuelle pour en tirer les conséquences, mais aussi pour la dépasser. J'avais une question pour M. Nicolas, surtout c'était à la fois une question et une remarque. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une sous-discipline de l'évolution darwinienne qui s'appelle la médecine évolutionniste. Elle a été fondée par un psychiatre, Rodolphe Nessé, il y a une cinquantaine d'années. Il a publié le bouquin fondateur de cette discipline. Et je ne sais pas s'il y a un lien entre ce que vous avez dit et celui-là, mais c'était un psychiatre, un psychologue et un psychologue expérimentateur. Et c'est lui qui a fondé. Et actuellement, il y a 3 journaux sur cette discipline. Il s'appelle le Journal Evolutionary Medicine, etc. Et il y a au moins une 30aine de livres sur ça. Mais le fondateur de la discipline pour tout le monde, c'est Rodolphe Nessé, psychiatre. Ce qui rend d'ailleurs pour les médecins ordinaires la discipline un peu suspecte. Oui. Il y a un ouvrage de Darwin dont on n'a pas parlé, c'est son autobiographie, dans laquelle il explique justement tout son travail de détail, d'accumulation, etc. qu'il a fait. Il se décrit comme quelqu'un de chétif, de maladif, et qui a besoin d'énormément de temps pour produire quelque chose, et qui peut expliquer aussi tout ce qu'on a dit sur le peu de lignes théoriques qu'il y a par rapport à toute l'accumulation de données qu'il peut y avoir par ailleurs. Puis j'avais une petite question, c'est à propos des mathématiques. On a parlé ce matin du langage
langage commun ou langage mathématique. Darwin dit lui-même, je crois que c'est dans son autobiographie, qu'il n'est pas bon en maths, enfin qu'il regrette d'ailleurs de ne pas avoir assez étudié ça. Puis il y a une polémique à un moment donné sur l'âge de la Terre, sur laquelle il n'arrive pas à donner les chiffres parce que lui-même n'a pas le bagage. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, un des freins qu'il y a pu avoir disons, à la compréhension de Darwin en France, où on a quand même une tradition très mathématique des choses? C'est pour Alain? Oui, pour Darwin, d'abord pour l'histoire des accumulations d'expériences et d'observations surtout qui rendent la lecture difficile. Il y a un élément, c'est qu'il a besoin de démontrer qu'il est un vrai naturaliste. Il n'aurait pas, je pense que le traité en 8 volumes sur les cirripèdes, qui est quand même un truc ahurissant, que cet homme qui avait tellement de choses à faire, qui passait son temps, qui avait comme un but, parce qu'il savait assez bien où il allait malgré tout. Si on lit la correspondance, il avait, qui est probablement une des plus belles choses à lire, je crois, de Darwin, parce qu'on voit le doute, du chercheur. C'est très intéressant. Il dit, quand Lyell lui dit qu'il est d'accord avec lui sur l'histoire de la descendance de l'homme, et en fait Lyell n'était pas d'accord, c'est Darwin qui avait mal compris ce que lui disait Lyell, il dit « Je suis soulagé, j'avais tellement peur de consacrer ma vie entière à une chimère ». Donc il y a cette espèce de besoin de toujours fortifier ce qu'il dit par la preuve qu'il est un type bien d'une certaine façon sur le plan scientifique, qui fait qu'à chaque fois qu'il dit 3 lignes, il prolonge de 15 pages avec tous les exemples possibles. Et je trouve que ça ne rend pas ça ennuyeux, je trouve que ça rend ça plutôt assez intéressant, en fait, la lecture de Darwin de ce point de vue. Bon, l'autobiographie, je trouve que c'est une petite chose d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est là où aussi il parle, qu'il voit ses enfants pousser, il préfère les garçons aux filles d'ailleurs, il est un petit peu sexiste là-dessus. C'est des pages, c'est sympathique, mais je ne crois pas que j'accorderai énormément d'importance à ce qu'il fait dans son autobiographie, qui est presque un truc obligé. Moi, ça ne m'a pas beaucoup plu, l'autobiographie. Je préfère le traité sur les vers de terre, qui est quand même, au moment où il va mourir, un truc assez intéressant, un type qui va mourir, qui fait un traité sur les vers de terre. Je trouve que c'est aussi une indication de la psychologie du bonhomme qui est un grand hypocondriaque, il faut le voir aussi. Il est toujours malade. En fait, il n'est pas malade plus que vous ou moi, mais il est tellement malade qu'il ne va pas à l'enterrement de sa fille, par exemple. Donc c'est quand même des trucs... c'est un drôle de bonhomme. Alors pour la question des maths... oui, il était mauvais en maths, mais je ne pense pas qu'à l'époque, la question se posait tellement... c'est assez récemment, évidemment, elle se posait en physique, parce que évidemment, la Révolution, la Renaissance, il y a Galilée. Mais en sciences de la nature, je pense que ça ne s'est posé qu'assez récemment, cette question de la mathématisation, comme preuve de la scientificité. Parce que même un type comme Bernard, qui fait semblant d'y croire, il n'a jamais écrit 2 équations, et il n'avait pas pour les maths une adoration terrible. Il a dit, si j'avais cru à la chose, j'aurais fait la moyenne, vous savez, les 2 mesures du sucre dans la fonction glycogénique du foie. Mais ouais, c'est plutôt aujourd'hui en fait que la question de la mathématisation se pose, mais elle ne se pose que, si vous voulez, à mon avis, elle ne se pose que dans la difficulté qu'a la biologie de se démarquer de la physique. C'est-à-dire que, et ça c'est une vraie question depuis... Bon, tout à l'heure tu as dit, on ne parle plus que du vivant, on ne parle plus de la vie. Ben, il y a quand même un gros contre-exemple, c'est Schrödinger. Qu'est-ce que la vie? Et c'est le type qui, le plus, en fait, revient à une vision physicaliste de la biologie, qui nous a amené à faire un retour en arrière par rapport à ce que disait Claude Bernard. C'est-à-dire que Claude Bernard a passé 10 ans de sa vie, ou 20 ans, ou 30 ans, à se démarquer en fait, de Bichat, l'énergétisme et tout ce qu'on veut. Et puis, à travers Schrödinger, on revient dans cette histoire de physicalisme en biologie, de la suprématie, effectivement, de la physique à cause des mathématiques. Et puis, ça nous a fait beaucoup progresser, c'est pas possible, parce qu'en fait, ça réintroduit la théorie de l'information en biologie,
deuxième principe de thermodynamique, c'est quand même la théorie de l'information en biologie. Et ça fait comprendre un tout petit peu la génétique du point de vue d'un programme informatif qui maintient de l'ordre. Finalement, les gènes, c'est le petit bonhomme de Maxwell, hein, le démon de Maxwell. Et ça, ce passage, ce repassage, qui est en même temps une marche arrière, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que le passage par Schrödinger, c'est en même temps une marche arrière sur le plan théorique en biologie. Et puis après, ça partit en avant, parce que ce détour nous a permis ensuite de réintroduire la génétique et le développement dans l'évolution, et fondamentalement de produire la seule théorie qu'on ait aujourd'hui en biologie, c'est-à-dire une espèce de corpus théorique qui permet de fusionner la génétique, le développement et l'évolution. Et ça a demandé la découverte des gènes. Et on le doit d'une certaine façon à Schrödinger, en dépit de son idéalisme. On dit c'est un matérialiste, Schrödinger. C'est pas du tout un matérialiste, il parle de la métaphysique du Seigneur, alors que pas d'un matérialiste. Mais il nous a fait avancer en même temps qu'il nous faisait reculer. C'est jamais simple, ces histoires-là. Alors, à la place des mathématiques, je pense que je suis assez convaincu qu'il y aura des mathématiques en biologie, et je suis assez convaincu qu'on n'a pas encore inventé aujourd'hui la forme mathématique qui convienne à la discipline qui est la nôtre. Donc, je crois qu'il y a du boulot pour les matheux. C'est pour ça qu'on a convoqué plein de matheux dans le centre de biologie du Collège de France, pour les faire travailler un petit peu. Parce que les mathématiques, c'est pas, excusez-moi, mettre des courbes sur des phénomènes. Ça, on fait ça en économie. C'est pas faire de la description mathématique de phénomènes du vivant. C'est inventer des outils qui, à partir d'une abstraction, permettent de trouver des choses réelles. Et c'est pour ça que l'exemple de la découverte d'une particule, quand on équilibre les deux termes d'une équation et qu'on réduit une constante, ça, c'est vrai que c'est ça qu'il nous faut. Mais, excusez-moi, je crois qu'on en est loin. Il ne s'agit pas simplement de formaliser mathématiquement des choses. Pour ça, il suffit d'équations différentielles, qui est l'essentiel des mathématiques en biologie, c'est des équations différentielles. Ce n'est pas très nouveau, malgré tout. Juste concernant l'autobiographie, pardon. En fait, c'est très intéressant de l'avoir effectivement mise dans le jeu aussi, parce qu'on a tendance à la prendre pour argent comptant, c'est-à-dire comme c'est le récit du vieux Darwin qui revient sur sa découverte. Or, c'est très frappant de voir à quel point la comparaison des différents documents que nous avons sur Darwin et le moment de sa découverte en particulier, ne disent pas tous la même chose. Et en particulier, l'autobiographie accorde un grand poids à la lecture de Malthus, et il existe une littérature immense pour savoir finalement quel rôle a effectivement joué Malthus dans la découverte du processus de sélection naturelle, ou bien si ce ne serait pas plutôt... alors, il y a plusieurs hypothèses, qui la biogéographie, qui le travail des éleveurs, etc. Donc, en fonction des documents que vous mobilisez, correspondance, l'esquisse de 1842, développée en 1844, ou bien ce que Darwin dit au tout début de l'origine des espèces, ou bien ce qu'il dit dans son autobiographie. Vous avez différentes versions possibles et différents facteurs qui ressortent pour expliquer comment Darwin est arrivé à découvrir son système. En fait. Je voudrais simplement très rapidement dire, je ne voulais pas donner l'impression que je trouve Darwin lourd à lire. Je dis simplement qu'il y a pas mal de textes qui reflètent les façons de travailler de Darwin. Après 1838, il fait une collection, il fait des grands fichiers, et dans chaque fichier, il collecte toutes les informations concernant ces thèmes. Domestication, distribution géographique. Il coupe les lettres qu'il a reçues en morceaux, il coupe les manuscrits en morceaux pour les mettre dans l'enveloppe qui est propre. Donc, quand il commence à écrire à la fois l'origine des espèces, vous l'avez bien dit, messieurs, c'est écrit à la hâte parce qu'il avait commencé à écrire la grande version de l'origine de l'espèce, Natural Selection, dans laquelle il faisait un exemple après l'autre, et vous pouvez la lire. Revenant un petit instant à la question de la sélection sexuelle. Tout à fait, la sélection sexuelle est présente dans l'origine des espèces d'une façon importante. Elle était présente en famille parce que son grand-père, Erasmus, insistait beaucoup sur la sélection naturelle. Mais je te remercie, Alain, pour avoir cité l'ouvrage sur les cirripèdes. L'ouvrage sur les cirripèdes est très important parce que Darwin veut
trouver la formation de la division sexuelle dans l'échelle animale. Et il espère pouvoir la marquer et l'observer chez les cirripèdes. Et il revendique comme sa grande découverte, qui encore aujourd'hui est reconnue, le fait qu'il a découvert qu'il y a des femelles de certaines espèces de cirripèdes qui ont sur le corps des petites pochettes qui contiennent les mâles. Et les mâles sont réduits à des organes reproductifs et n'ont aucune résistance. Et bien sûr, la femelle, après l'usage qu'elle fait du mâle, l'avale. Il y a tous les 10 ans que les revues des sciences populaires réinventent cette histoire en disant on a découvert que Darwin fait ça. Alors même les travaux sur les cirripèdes, que comme Alain l'a dit, il l'entame pour se rendre expert dans les sciences de la vie. Il était connu en 1944 encore comme géologue. En 1944, les vestiges de l'histoire naturelle de la création sont publiés et les critiques à l'auteur anonyme, c'est clair qu'il est un géologue, il ne connaît pas les sciences de la vie. Donc Darwin dit, eh bien, il entame cette recherche qui dure des années, un travail épouvantable, mais c'est un travail théorique. Encore une fois, il y a ces dizaines, centaines de pages d'effets après faits de ces animaux qui sont sans aucun intérêt pour ceux qui aiment les plantes et les grands animaux. Eh bien, là aussi, il y a un enjeu théorique fort. Chez les cirripèdes, à travers le développement, il étudie tout le développement des cirripèdes, et il découvre à partir de l'étude du développement que ce sont des arthropodes, et pas des mollusques comme tout le monde le croyait avant lui. Donc ça, c'est une découverte de vrais zoologues majeurs, et en plus d'embryologistes d'une certaine façon. Tout à l'heure, je remarquais, monsieur, je vous demandais si vous l'aviez lu, pas pour vous tester, mais simplement parce que quand je travaille le livre L'origine des espèces avec mes étudiants, ils bloquent tous sur le premier chapitre, en fait, parce que dès le premier chapitre de L'origine des espèces, on a 40 pages sur les pigeons, quand même. Toutes les formes de pigeons qui ont été un stumbling block, quelque chose sur lequel tout le monde achoppe, en fait. Alors Darwin a rassemblé ses observations, les lecteurs achoppent là-dessus, les traducteurs se sont arrachés les cheveux, bien sûr, parce que connaître la différence entre les rumpers, les pouters, les fantails, etc., il y a toute une sorte... Alors on voit ça au Salon de l'Agriculture aujourd'hui assez bien, mais à l'époque, il fallait quand même avoir une bonne connaissance des variétés de pigeons que finalement, en fait, assez peu d'entre nous ont, en fait, à une époque où on est assez peu exposé aux pigeons, à part à la variété commune qui hante les toits et les gouttières. Voilà. Il y avait une question de... Pardon. Oui. Éric. Non. Éric Briand. Comment Oui, ma question va s'adresser à Jean-Jacques Hublin, rassurez-vous, elle sera très focalisée. Et avant, je glisse pour mon voisin qui a soulevé la question du Descent of Man et de sa discussion en Europe, le fait que, par exemple, le chapitre 8, qui traite principalement de la question de la proportion des sexes à la naissance et à la reproduction, problème sur lequel Darwin s'est arraché les cheveux, y compris du fait de difficultés techniques de calcul, mais passons, toute la matière de ce chapitre, tous les chiffres sont discutés dans l'Europe entière. En Allemagne, dans le cadre d'une discipline qui s'appelle morale statistique, et en France, dans le cadre d'une discipline naissante qui s'appelle démographie. Si bien qu'aujourd'hui même encore, il y a des études régulières à l'Institut de démographie sur la formation du conjoint. Le choix du conjoint, pardon, je vous prie de m'excuser, j'ai fait un lapsus, sur le choix du conjoint. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça a été amplement discuté. Il y en a simplement, peut-être pas avec une obsession sexuelle, avec une obsession, justement, avec un point de vue d'espèce, disons, ou de groupes sociaux, au XIXe siècle. Alors, maintenant, ma question précise. Je voudrais vous poser la question de Darwin obstacle. Je m'explique. Dans la journée, nous avons eu deux types d'exposés. Certains,
comme le vôtre, et je vous remercie pour cette carte splendide, qui prennent l'échelle de temps de l'espèce. D'autres, notamment ceux sur la psychologie, qui prennent comme échelle de temps l'individu ou son environnement proche. Or, il y a des échelles de temps intermédiaires que les historiens connaissent, notamment les historiens des populations. Vous y avez fait allusion en parlant des mutations et de certaines pathologies. Je songe au diabète, je songe à certaines mutations génétiques de ce type-là qui sont identifiées par les médecins et que l'on rattache, dont on peut identifier la présence ici ou là, par exemple sur une carte mondiale contemporaine, et que l'on peut rattacher à des mouvements de population. Les Islandais sont des grands fanatiques de ce type de calcul, puisqu'ils ont la prétention d'avoir un fichier exhaustif sur leur population insulaire. Alors ma question, elle est simple. Est-ce que vous ne pensez pas, enfin j'ose le croire qu'elle est simple, est-ce que vous ne pensez pas que l'approche darwinienne, et en un certain sens son succès, voire ses contestations d'un point de vue théologique, a induit ou aurait induit des perspectives longues, et de ce fait obstacle à des analyses aujourd'hui techniquement plus accessibles, qui toucheraient des échelles de temps de quelques siècles, enfin qui se situeraient à l'intérieur des 6000 années que vous avez indiquées. En fait, pas vraiment. Bon, en fait, d'abord, il faut répéter encore une fois que Darwin et ses contemporains ne connaissaient pas la génétique. Donc, évidemment, c'est un gros handicap, puisque le mécanisme de transmission des caractères n'était pas connu, et donc on peut difficilement spéculer sur en comment il pouvait altérer et la variabilité et les processus de sélection eux-mêmes, comment ils étaient. Mais je pense que dans l'anthropologie moderne, dans la biologie humaine moderne, on fait une large place à une approche darwinienne, on peut dire, de l'explication d'un certain nombre de caractères à une échelle de temps courte. Je vais vous donner deux exemples. Il y a plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit, mais en gros, tout ce qui touche à la maladie, tout ce qui touche à la nourriture et tout ce qui touche à la reproduction sont des caractères qui sont extrêmement sensibles à la sélection. Et on connaît à des échelles de temps historiques des modifications du génome. Et quand je dis des modifications du génome, ça veut dire des modifications du génotype, en fait, qui s'expliquent de façon, alors là, purement darwinienne. Le plus bel exemple, on le cite tout le temps, mais c'est la persistance de la lactase, donc la capacité de digérer le lait, les produits laitiers, qui est quelque chose qui n'est pas naturel chez les mammifères adultes. En gros, il vaut mieux, à un certain moment, arrêter d'être capable de digérer le lait, parce que sinon, on n'aura aucune raison de s'arrêter de téter sa mère. Donc, le sevrage, c'est un phénomène à deux entrées, si je peux dire. C'est pas seulement la mère qui arrête d'allaiter son enfant ou ses petits pour d'autres mammifères, c'est aussi le petit qui graduellement devient incapable de digérer. Et ça, chez l'homme, eh bien, ça a été altéré par le développement de l'agriculture, donc au néolithique. Donc on sait très très bien quand un certain nombre de mutations sont produites en Europe, en Afrique. D'ailleurs, ce sont des mutations différentes, à des périodes chronologiques différentes, et c'est quelque chose qui est assez bien suivi. La sélection sexuelle dont on parlait tout à l'heure, là, c'est aussi quelque chose qu'on étudie à des échelles de temps assez courtes. Il y a des gens qui s'intéressent à des traits du visage associés à la couleur des cheveux, etc., et qui arrivent à des explications, dans le fond, qui doivent mettre en œuvre une forme de sélection sexuelle, parce que sinon on n'a pas trop d'autres explications de rechange pour expliquer comment, dans l'évolution récente de l'homme, on a le développement de certains
certains caractères. Hein. Donc cette échelle de temps, elle est prise en cause, et les mécanismes explicatifs, c'est des mécanismes qui sont expliqués par Darwin. Je crois qu'il y a aussi la perte du récepteur au virus du HIV, CCR5. Oui. Comment? Si j'ai bien suivi, mais c'est peut-être une erreur, mais je ne crois pas, il y a aussi une diminution du récepteur CCR5 au virus du sida, en particulier en Afrique. Donc ça, ce serait une échelle encore une échelle très courte. Ah oui, non, mais la maladie, c'est très efficace comme mécanisme de sélection. Hein. Grand merci, c'est très Merci. important. Comment? Oui, je crois qu'on va... Je crois qu'on va clore. Il est là. Je crois qu'on va clore pour aujourd'hui. On recommencera demain. Vous êtes appelés à vous réunir demain matin à 9h15. Hein. Nous recommençons à 9h15 avec le développement du langage et des émotions. Il n'y aura que 3 personnes dans la matinée, mais donc elles auront toutes les 3 un peu plus de temps pour parler. Merci à vous tous qui êtes intervenus aujourd'hui et à demain.